Bonjour à tous, me voici finalement de retour pour un petit passage en revue de l'épisode 2 de Starfleet Academy et ses hippies du cosmos. Et franchement, une fois de plus, je n'ai pas été déçu du voyage, si vraiment on peut appeler ça un voyage, dans la mesure où la série se déroule dans un vaisseau qui ne bouge pas. Ça valait le coup de venir. Un concept quand même très antinomique pour une série Star Trek, vous me l'accorderez. Un peu comme si on sortait un Mission Impossible dans lequel la mission serait facile, ou un Predator sentimental, tiens. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce Predator existe, autant pour moi. Alors je vous vois venir de loin et vous aurez raison de me remettre dans le droit chemin en me signalant que du Star Trek statique, ça a déjà été fait, avec beaucoup de réussite qui plus est si on se rappelle de la superbe série Deep Space Nine. La nuance étant qu'elle avait été écrite par des gens intelligents qui avaient su tirer le meilleur de cette situation en développant des intrigues de géopolitique passionnantes, ce qui n'est pas le cas de Starfleet Academy. Alors on rigole, mais je vous garantis que cette nouvelle série est une véritable torture et je ne vois pas très bien qui ça peut réellement intéresser. Parce que si c'est pour suivre des amourettes d'étudiants un peu idiots maternés par des hippies en leggings, il doit y avoir de bien meilleures choses à se mettre sous la dent que ce pamphlet idéologique décérébré. Je vais faire un petit aparté qui n'a rien à voir, mais vous avez sans doute remarqué comme moi cette horrible séquence pré-générique dans laquelle l'historique de Star Trek est étalé sous la forme d'un morphing chromé, un peu dégueulasse, avec tous les vaisseaux qui défilent un par un. Ça me rappelle la séquence pré-générique de chez Disney qui est virtuellement identique. Apparemment, c'est la marque distinctive de l'uniformisation des mentalités autour de la nullité et de la bêtise. Ces deux franchises sont tombées tellement bas qu'elles ont besoin d'utiliser les souvenirs d'un passé glorieux pour tenter d'exister. Mais revenons sur notre épisode 2 qui commence sur les chapeaux de roue puisque l'élite de la Fédération y reçoit sa plus grande leçon d'une capitaine Nalahake à moitié vautrée sur une balustrade. Faire son lit et arriver à l'heure. C'est la moindre des choses. Alors c'est plutôt marrant parce que j'ai envie de me moquer mais je vais me retenir pour cette fois, sachant que ce sont des conseils qui pourraient servir à pas mal de monde rien qu'aujourd'hui. On pourrait y ajouter qu'il faut aussi penser à se laver et se brosser les dents, mais peut-être nous garde-t-il cela pour un épisode futur. J'entends bien que le conseil est également symbolique, et il faut comprendre que les petites eaux font les grandes rivières, mais franchement, il y aurait eu des moyens moins infantilisants de faire passer l'idée. L'épisode nous propose ensuite de découvrir les différents cours que suivent nos élèves en culotte courte, et là encore, c'est du lourd. Loin de moi l'idée de critiquer le loufoque de certaines situations, comme d'étudier et conserver un conteneur de mucus, sachant que Star Trek a toujours versé dans ce genre de délire. Après on notera tout de même que c'est très américain, et ça m'a beaucoup rappelé cet exercice particulièrement idiot dans lequel des élèves doivent prendre soin d'un œuf pendant plusieurs jours pour dissuader des grossesses précoces. Mais non, le problème est bien ailleurs. On avait bien compris que les élèves étaient des adolescents mal dégrossis avec 10 ans d'âge mental, mais que dire du collège de professeurs ? Du peu qu'on en voit dans cet épisode, on ne peut pas dire qu'ils fassent franchement régner la discipline, surtout avec la troupe d'attardés mentaux qu'ils vont devoir former. D'un côté, on trouve l'horrible Louratok, qui représente le ministère de la guerre, ou de la défense, ou quelque chose dans ce style. Bref, le côté militaire de toute cette académie. Et bien entendu, pour les créateurs de cette série, la guerre et la discipline sont des blagues d'un autre âge dont il faut se moquer. Ce que fera Louratok dans une parodie sans saveur du sergent Hartman de Full Metal Jacket, un rôle dans lequel elle est aussi crédible qu'Ariana Grande en haltérophile. Sérieusement, ce personnage est horripilant et embarrassant. Les autres chargés de cours appliquent une sorte de parodie d'agilité qui consiste donc à coacher les élèves, mais sans autorité, quasiment au point de se faire humilier et marcher dessus sans prendre de mesures. Ils en sont même à les féliciter d'écouter. La conversation entre un Caleb particulièrement irrespectueux et le capitaine Nalahake en est un bel exemple. Mais comme elle le considère comme son fils de substitution, elle lui passera tous ses caprices. Le culte de l'enfant roi a encore de beaux jours devant lui. C'est un symptôme de votre imagination fétale. Le cours de Jet Reno, la prof androgyne, aurait pu en être un autre exemple, mais elle remettra finalement le petit saligo de Caleb à sa place de fort belle manière, sans sourciller, avec un sang-froid admirable face à l'insolence de son élève. C'est possiblement la seule scène vaguement intéressante de cet épisode, et il est fort dommage que la démonstration se termine moins bien qu'elle n'avait commencé, avec un appel à chanter Kumbaya et une ode à Oscar Wilde, qui est certes une mine d'or de citations intéressantes, mais surtout une icône du mouvement LGBTQ et compagnie. Ah, ben ça alors. À côté de ça, curieusement, seul l'ancien médecin de bord joué par Robert Picardo ne semble pas inspirer la défiance chez les élèves. Vous l'aurez aussi compris donc, le fameux Caleb, qui nous est présenté comme une sorte de petit génie de la tech, est excusé de tous ses manquements à la discipline sous prétexte qu'il a eu une enfance difficile. Comme quoi vous ne le savez peut-être pas, mais passer votre jeunesse dans les bas-fonds et les caniveaux à voler et à vous battre peut faire de vous l'un des ingénieurs les plus brillants de sa génération. Avis aux amateurs. Cet épisode nous propose aussi de suivre deux fils rouges en parallèle. D'un côté, on a les amourettes et autres conflits entre étudiants, c'est du niveau de la série Sauvée par le Gong, sans l'humour et la fraîcheur,
Donc totalement inintéressant, même si Zoe Steiner fait correctement le job dans le rôle de la jeune bétazoïde Tarima Sadal. D'un autre côté, on suit la résolution d'un problème diplomatique important avec la civilisation Beta Z, pendant lequel on pourra voir le capitaine Nalahake s'entretenir avec de hauts représentants de la Fédération en public, pieds nus et en tenue de yoga. Pour compléter ce tableau, il ne lui manque plus qu'un pétard et un bol tibétain. Mais on va dire que je suis médisant, il est vrai que même les grands de ce monde ont le droit de se détendre un peu, et parti comme ça, dans la prochaine série, on signera probablement les traités intergalactiques en slip. Qu'est-ce que vous dites? Bref, l'enjeu de cet échange diplomatique sera de convaincre la civilisation Beta Z et ses alliés de retourner dans le giron de la Fédération. Le dirigeant Beta Z n'est pas chaud, mais ses jeunes le poussent dans l'autre direction. Alors arrivé là, la porte est grande ouverte à tout type de spéculation sur la nature de la métaphore. On peut y voir un peu tout ce qu'on veut, mais une chose est sûre, c'est qu'en toile de fond, l'idée qui passe, c'est qu'il faut rouvrir les frontières malgré le terrorisme rampant et des moyens de défense limités suite au fameux burn de Discovery. Ce n'est pas très subtil, vous voyez un peu de quelle idéologie il s'agit, et ça vient s'ajouter à un jeunisme manifeste dans la volonté d'inclure les jeunes générations dans le processus de négociation. Chose amusante, malgré l'orientation politique évidente de la série, la tractation se terminera par une manœuvre que n'aurait pas renié un Trump. Un fasciste de merde! Bon, honnêtement, tout ça est cousu de fil blanc et terriblement ennuyeux. Autre problème que j'avais prévu, la technologie. Sans surprise, elle est tellement avancée que des incohérences apparaissent facilement. Par exemple, ils ont de la matière programmable, mais l'appareil de Jet Reno, la prof de physique, tombe en panne comme un vulgaire tas de ferraille. Aussi, l'académie est remplie de petits robots complètement idiots avec des grands yeux mignons qui volent partout. Il y en a même un qui fait les carreaux avec ses petits bras musclés et une raclette des années 80. Enfin, quand deux élèves se rendent compte qu'ils sont en retard, ils se mettent à courir au lieu de se téléporter. Allez comprendre. La seule excuse que je puisse vous trouver serait, messieurs, que vous sortiez d'un établissement psychiatrique. Voilà le résumé de cet épisode 2. Ça laisse rêveur et à mon avis on n'a pas fini de rire. C'est malsain mais je vais peut-être continuer les critiques de cette chose, j'en fais une affaire de salubrité publique. Et puis qui sait, peut-être que dans quelques années on n'aura plus que des chefs-d'œuvre ou presque et on regrettera de ne plus avoir de séries lamentables comme celle-ci pour s'amuser. On peut toujours rêver. En attendant, n'hésitez pas comme toujours à me faire part de vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.